Dans 102 jours exactement, les Américains devront élire un successeur à Barack Obama. L'élection présidentielle de novembre verra s'affronter deux candidats, Donald Trump, désigné la semaine dernière par les Républicains, et Hillary Clinton, tout juste adoubée par son parti. La convention démocrate, elle s'achève ce soir par une intervention sur scène de la première femme jamais investie. Une candidate au parcours hors norme, d'avocate brillante à secrétaire d'État en passant par les postes de sénatrice, de candidate malheureuse face à Barack Obama, on s'en souvient. Parviendra-t-elle cette fois à s'installer à la Maison-Blanche? Les démocrates, malgré quelques incidents de parcours, on va y revenir également, sortent les grands moyens pour faire élire après le premier président noir, la première présidente des États-Unis. Avec moi sur ce plateau ce soir pour en parler, Hélène Kounce, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes militante démocrate, enseignante en économie et finance dans plusieurs écoles de commerce. En face de vous, Annick Cizel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là également. Vous êtes enseignante, chercheuse à l'université Paris-Sorbonne Nouvelle, spécialiste de politique étrangère américaine. Olivier Piton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat en France, aux États-Unis également, président de la commission des lois de l'Assemblée des Français de l'étranger, auteur de la Nouvelle Révolution américaine. Voilà pour votre ouvrage. Et puis en face de vous, Jean-Éric Brana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 2, spécialiste des questions relatives à la société et à la politique américaine, auteur d'American Touch, à sortir en août prochain, auteur également de plusieurs ouvrages sur Hillary Clinton comme Donald Trump. On va y revenir à cette convention qui va donc s'achever d'ici quelques heures, clou du spectacle avec l'intervention d'Hillary Clinton investie. L'un des défis de cette convention, c'était bien sûr de vendre au mieux la candidate Clinton, la montrer sous son meilleur jour, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a sorti au cours de ces 3 derniers jours les grands moyens. On vous rafraîchit tout de suite la mémoire. Regardez. Il n'y a qu'une personne dans cette élection qui vous aidera, et c'est Hillary Clinton. C'est l'histoire de sa vie. J'ai épousé ma meilleure amie. J'avais du mal à croire qu'elle puisse rester toujours aussi présente à mes côtés. Elle qui est aussi intelligente, forte, attentionnée et aimante. Elle n'abandonne jamais. Ça, c'est l'Hillary que je connais. C'est l'Hillary que j'ai appris à admirer. Et c'est pourquoi je peux dire avec toute confiance qu'aucun homme ou aucune femme, pas même moi ou Bill ou quiconque, ait été plus qualifié qu'Hillary Clinton pour devenir présidente des États-Unis d'Amérique. Hillary Clinton sera une présidente extraordinaire et je suis fier d'être à ses côtés ce soir. Et je suis ici ce soir, car dans cette élection, il n'y a qu'une seule personne en laquelle j'ai confiance pour être à la hauteur de ses responsabilités, qu'une seule personne qui, pour moi, a véritablement les qualités pour être présidente des États-Unis, c'est notre amie, Hillary Clinton. Ils mettent le paquet, les démocrates. Ils ont sorti les grands moyens, l'artillerie lourde ces 3 derniers jours. Opération séduction réussie pour vous, Hélène Kounce? Oui, tout à fait. Alors, il y avait aussi le clip de Michael Bloomberg, qui est l'autre milliardaire. L'ex-maire de New York, tout à fait. Républicain. Et il s'est présenté comme indépendant. C'est vrai que techniquement, il est indépendant. Et il a cherché à aller au-delà de cette parterre de convention et vraiment toucher le grand public qui regardait à la télé pour donner des arguments pour dire qu'elle est saine d'esprit et compétente. Et c'est un vrai contraste avec Donald Trump. Olivier Piton, il y avait besoin de tout ça pour défendre le parcours d'Hillary Clinton. Il fallait prouver justement que ce CV, il était déjà bien chargé, bien rempli, et qu'elle était la meilleure candidate. La chose qui est possible. Caractéristique avec Hillary Clinton, c'est que tout le monde a une opinion sur Hillary Clinton, puisqu'elle est dans le paysage politique américain depuis énormément de temps. Donc on a une bonne image ou une mauvaise image d'Hillary Clinton, mais personne n'a une image neutre d'elle. Deuxième élément, elle partage un point commun avec Donald Trump, c'est que leur cote de popularité respective est relativement basse. Ils sont tous les deux relativement impopulaires. Et le troisième point que l'on peut soulever et qui est son principal problème jusqu'à présent, c'est qu'elle doit faire avec les électeurs de Bernie Sanders
ce qui a marqué le début de la Convention de Philadelphie. Oui, c'est lui qui est monté à la tribune le premier jour. Le premier qui a fait effectivement ce qu'il fallait pour appeler à voter Hillary Clinton, mais c'est moins le cas de son électorat, en particulier la partie de son électorat, les 40% d'indépendants, c'est-à-dire de ceux qui ne se retrouvent ni chez les démocrates, ni chez les républicains. Et sur ces 40% de votants qui ont voté pour Bernie Sanders, vous en avez un tiers qui, aujourd'hui, dans les sondages, dit qu'ils ne sont pas prêts à voter pour Hillary Clinton. Donc, soyons clairs, Hillary Clinton doit l'emporter. Elle a 975 moyens en jouant entre tous les États, les élections de tous les États, de l'emporter contre 72 moyens simplement pour Donald Trump. Donc, elle doit normalement l'emporter. Mais elle a cette énorme épée de Damoclès au-dessus de la tête. Comment réussir à agréger à elle cette frange de l'électorat des 13 millions d'électeurs qui ont voté pour Bernie Sanders, qui sont beaucoup plus radicaux, qui sont beaucoup plus à gauche et qui ont contribué à gauchir le programme de la plateforme du Parti démocrate. Mais ces électeurs, concrètement, demain, il y a une chance de les voir voter pour Donald Trump. C'est quoi l'enjeu? Il y a vraiment un enjeu En fait, on oublie de le dire, mais il y a deux autres candidats. Il y a d'abord Jill Stein, la candidate verte, qui peut effectivement récupérer un certain nombre de mécontents parmi les radicaux, parmi cet électorat de la gauche radicale. Et puis il y a Gary Johnson, qui est le candidat libertarien, et qui peut aussi plaire. Il est crédité de 10 à 11% dans un certain nombre d'États, ce qui est un score extrêmement élevé pour un candidat qui n'est pas celui d'un grand parti. Donc, normalement, elle doit gagner. Maintenant, elle devra composé avec cette frange de l'électorat. On a vu des images de grandes tensions avec les délégués californiens, en particulier de Bernie Sanders, qui n'étaient pas prêts. On a entendu des huées carrément. Quand lui a fait ce discours, a prononcé ce discours pour appeler justement à voter. Contre Bernie Sanders, justement, on lui reprochait d'avoir fait allégeance trop facilement et trop rapidement, ce qui n'est pas vrai. Parce que Bernie Sanders a obtenu rapidement beaucoup de choses de Hillary Clinton, 3 choses en particulier. D'abord, une assurance que le SMIC serait placé à $15 de l'heure, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Deuxièmement, que les familles qui gagnent moins de $125 000 par an pourraient envoyer leurs enfants gratuitement à l'université. Et troisièmement, la remise en cause d'un arrêt de la Cour suprême de 2010, Citizens United, qui permettait aux grosses entreprises, un peu l'épouvantail de Bernie Sanders, de pouvoir financer des spots télé durant la campagne électorale. Donc on a gauchi quand même beaucoup de programmes. Pendant qu'on y a, Nick Cizel, Bernie Sanders, c'était un peu l'homme inattendu de cette primaire. Il a tiré la barre à gauche, clairement. Il a contraint Hillary Clinton à se tourner un peu plus vers la gauche. Clairement, il est l'homme de cette convention. Il est l'homme de cette convention, il est celui à qui tout le monde a rendu hommage. Son propre discours, qui arrive enfin en point culminant de la première nuit pour nous, de la première journée de la Convention démocrate. Je n'ai pas sorti le chronomètre, mais je crois que c'est 10 minutes à l'applaudimètre avant qu'il puisse prendre la parole. On va le laisser être ce héros de la première soirée. On le laisse jusqu'à Barack Obama, la nuit dernière pour nous, qui va lui rendre hommage en des termes particulièrement personnels, particulièrement humains et chaleureux. C'est-à-dire qu'on lui donne toute une place. Il l'avait reçu à la Maison-Blanche, Barack Obama. Il l'avait reçu, mais pour négocier ce qui vient d'être dit. Et véritablement, on lui fait une vraie place dans cette convention pour amorcer la synthèse vers l'arrivée d'Hillary Clinton, donc toute petite aperçue, la grande embrassade avec Barack Obama et donc le dernier jour, son investiture, son acceptation de l'investiture. Mais il y a 2 héros lors de cette convention et c'est toute l'intelligence politique du Parti démocrate, me semble-t-il, d'arriver à effectuer cette synthèse. Le discours d'Elizabeth Warren, qu'on attendait effectivement comme un discours relativement de gauche et potentielle vice-présidente un temps dans les sondages, n'est pas passé. Elle a été assez peu applaudie, assez peu reconnue par l'Assemblée. Bernie Sanders, tout a été mis en place par tous les intervenants les uns après les autres pour qu'il soit chez lui, dans cette convention, et qu'effectivement, il puisse apaiser les manifestations qu'on attendait à l'extérieur de la convention. C'était l'un des enjeux de cette convention. En tout cas, ça a plutôt mal commencé. On s'inquiétait. C'est vrai que l'unité du parti, elle était clairement en danger. Ils ont réussi à sauver la mise au final.
Oui, on a même eu très peur les premiers jours. On s'est dit, tiens, ils vont nous faire la même convention qu'au Parti républicain. Et tous autour de la table, je pense qu'on a été très surpris d'ailleurs de la violence qu'il y a pu y avoir à Philadelphie au départ. Violence surtout à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a eu quelques râleurs, on va le dire comme ça, mais ça s'est vite calmé, car une convention a une fonction essentielle. Oui, mais en même temps, la convention a une fonction essentielle aux États-Unis, c'est de réunir tout le monde pour pouvoir être sur la rampe de lancement, et pour pouvoir dynamiser cette campagne et partir. Et ça a été bien réussi. C'était votre question tout à l'heure. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop ? On en fait peut-être effectivement un peu trop, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait insister, car on ne voit que du top du top. Vous voyez, on voit Barack Obama, Biden, on voit des gens très importants. Ce qu'on ne voit pas tellement dans cette convention, à mon goût, c'est les gens un peu plus simples, à qui on n'a pas fait assez de place. Et je pense qu'Hillary Clinton va devoir corriger dans son discours ce tir-là, parce que sinon, les effectivement 13 ou 15 millions d'indépendants ou de pas intéressés par la politique, parce qu'ils sont quand même de plus en plus nombreux, et les moins de 30 ans, qui sont un vrai enjeu dans cette campagne pour les deux camps, il pourrait effectivement partir, c'était aussi votre question tout à l'heure, vers Donald Trump. On va demander ça à Hélène Kuntz, militante démocrate. C'est vrai ce qu'il dit, se tourner vers les gens comme tout le monde, monsieur tout le monde. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vu, ça. Hillary Clinton, elle est attendue au tournant. Quel est le discours que vous espérez ce soir ? Je trouve que ça a été pas mal soulevé pour quelques législatures. Au moment de son acceptation, par exemple, il y avait monsieur et madame tout le monde qui étaient bien derrière elle. Elle était quand même entourée des personnes, des amis. Il y avait des personnes symboliques. Il n'y avait pas monsieur, madame, tout le monde. Oui, c'était effectivement l'hispanique symbolique, c'était la maman de Trayvon Martin, c'était quand même des gens que nous reconnaissions nous-mêmes en étant un petit peu spécialistes. C'était monsieur et madame. Voilà. C'était c'était un petit peu trop pelliculé, je vais dire, si on prend un terme technique. Mais c'est vrai que ça correspond quand même à nos attentes aux États-Unis. On est sur ce formule de grand show. Donc, effectivement, peut-être pour nous en Europe, c'est étonnant, mais pour la base américaine, ça correspond à une certaine attente. Et de voir cette diversité de personnes, c'est quelque chose qui peinait terriblement sur le côté républicain. Pour moi, ce n'était pas une convention républicaine, c'était une convention de M. Trump qu'on a vue. Donc, il y avait vraiment, là, le parti démocrate, malgré ses franges, était pour le coup uni. Vous parlez des codes américains, c'est vrai que pour nous, ça surprend à chaque fois, hein. On y est habitué en même temps, mais à chaque fois, à tous les coups, on est un peu sur les genoux quand on entend ces hommes politiques faire dans l'humour aussi, hein. Il y a eu beaucoup d'humour, notamment pour descendre au max Donald Trump. Alors, il y a une comparaison intéressante entre la convention républicaine à Cleveland et la convention démocrate à Philadelphie. C'est justement les présents et les absents. Vous faisiez référence avec justesse au fait que toute la famille démocrate avait formidablement bien réussi à accueillir tout le monde dans le but justement de porter au final une candidature apaisée et consensuelle d'Hillary Clinton. Ça n'est pas du tout ce qui s'est passé chez les Républicains, où aucun des présidents Bush, père et fils, n'était présent, John McCain n'était pas présent, Mitt Romney n'était pas présent, John Kasich n'était pas présent. L'Ohio a boycotté chez lui. Et vous avez un certain nombre de grosses entreprises, Microsoft, Apple, qui effectivement ont décommander leur présence. Donc on a assisté c'est vrai que sa candidature à Donald Trump, elle fait beaucoup plus débat que celle d'Hillary Clinton. On l'a encore vu en début de semaine avec cette fuite Wikileaks, hein, ces mails qui ont été divulgués. La base, le parti, il est pro-Clinton. Hein. Alors ce qui est amusant sur le piratage, c'est qu'il y a quelques semaines, si vous en souvenez, on avait apparemment piraté des emails de Donald Trump. On accusait déjà les Russes. Donc ce qui est bien, c'est que dans tous les cas de figure, les Russes se retrouvent comme l'épouvantail et à chaque fois, on se renvoie la balle. Ça donne un petit côté vintage de guerre froide qui est intéressant. Mais en tout cas, ce qui est remarquable, c'est qu'on a deux gauches. Une gauche radicale, une gauche social-démocrate dont le clintonisme est un peu l'avatar final, qui trouve le moyen, en tout cas qui tente véritablement de s'accorder sur une candidature d'Hillary Clinton. Et du côté des républicains, on a la droite conservatrice républicaine, celle qui a été battue, celle de Jeb Bush, celle qui n'a pas réussi effectivement à proposer son candidat. Faut pas oublier que Marco Rubio, qui est un ancien du Tea Party, quand il a obtenu l'investiture du Parti républicain, en tout cas l'imprimature, il a perdu entre 15 et 20 points dans les sondages les 48 heures qui suivaient. Donc ce rejet massif du Parti républicain d'un côté, mais c'est Kasich qui reste en place. Et puis ce mouvement post-conservateur.
qui est aujourd'hui menée par Donald Trump et qui met fin à une phase d'une quarantaine d'années conservatrice qui débute avec Barry Goldwater au moment du début des années 60 et qui donc s'achève aujourd'hui, n'a pas réussi sa jonction. Ted Cruz, qui parle devant la convention de Cleveland, joue la défaite de Donald Trump. Il la joue. C'est tout à fait unique et c'est une véritable différence avec ce qui se passe chez les démocrates. On va le voir dans un instant, on va marquer une courte pause, mais c'est pas fini pour autant pour Donald Trump, puisqu'il y a des derniers sondages qui l'ont donné, en tout cas dans la foulée de cette convention républicaine, à la tendance en repartant à la hausse. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce débat. On va revenir évidemment sur Hillary Clinton et sur ce qui l'attend dans les prochaines semaines. À tout de suite.